Imaginez une organisation dont les tentacules s'étendent à travers 40 pays, manipulant des produits chimiques en Chine, cuisinant des drogues au Mexique, brassant des milliards à Dubaï et semant la terreur. Ce n'est pas une fiction, c'est le cartel de Sinaloa, le groupe criminel le plus puissant, le plus riche et le plus meurtrier de la planète, dont l'influence, en l'an 2026, dépasse l'entendement. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, des individus répartis dans 40 pays du globe travaillent pour la même organisation. Ils achètent des substances chimiques dans les ports chinois, préparent du fentanyl dans les montagnes de Sinaloa, transbordent de la cocaïne dans l'océan Pacifique, tirent des coups de feu à Culiacán et blanchissent des milliards via des portefeuilles de crypto-monnaies à Dubaï et à Panama. Ceci n'est pas une exagération, c'est l'estimation officielle de la Drug Enforcement Administration des États-Unis pour l'année 2026. Le cartel de Sinaloa est l'organisation criminelle la plus vaste, la plus fortunée et la plus létale de la planète. En février 2025, l'administration de Donald Trump a officiellement classé ce cartel sur la liste des organisations terroristes étrangères, le plaçant aux côtés d'ISIS et d'Al-Qaïda. Avant cela, jamais dans l'histoire des États-Unis, un cartel de la drogue n'avait obtenu un tel statut. Aujourd'hui, Sinaloa n'est pas une simple bande. C'est à la fois une armée, une économie et un État parallèle. Son ampleur effraie même ceux qui s'en occupent professionnellement depuis longtemps. Rien qu'en l'an 2025, la DEA a saisi auprès d'individus liés au cartel 47 millions de pilules de fentanyl, près de 10 000 livres de fentanyl en poudre, plus de 567 000 livres de cocaïne et 172 853 livres de méthamphétamine. Selon les estimations de cette même agence, le fentanyl confisqué aurait suffi pour 369 millions de doses mortelles, ce qui représente davantage que la population des États-Unis. Et ce n'est là que ce qui a pu être intercepté. Selon les calculs les plus prudents des analystes, cela ne représente pas plus de 15% du flux réel. Autrefois, dans les années 70, les montagnards de la Sierra Madre cultivaient le pavot à opium dans des parterres entre le maïs, payant les revendeurs en espèces dans des sacs froissés, et leur plus grand problème saisonnier était une averse soudaine qui pouvait détruire la récolte. Aujourd'hui, leurs héritiers gèrent une chaîne d'approvisionnement mondiale où travaillent des chimistes diplômés, des comptables expérimentés dans les banques laitières suisses et des programmeurs qui chiffrent la correspondance des chefs avec des algorithmes de niveau militaire. Un ancien agent de la DEA qui a lutté contre le cartel pendant plus de 20 ans et qui a demandé à ne pas être nommé dans les correspondances avec les journalistes a prononcé une courte phrase qui fut ensuite citée par tous les grands journaux du monde. Le cartel ne peut pas être détruit, car le cartel n'est plus une organisation. C'est la façon dont l'économie mexicaine s'adresse à la dépendance américaine. Il ne plaisantait pas. Selon les estimations de la DEA, le réseau de Sinaloa comprend des dizaines de milliers de membres, de complices et d'intermédiaires opérant dans au moins 40 pays. À cette époque, dans les années 90, le cartel possédait des bureaux au Mexique et dans le sud des États-Unis, à San Diego, Los Angeles, El Paso. Aujourd'hui, ses représentants siègent à Amsterdam, Manille, Sydney, Lagos et Madrid. Autrefois, le produit principal était la marijuana qui était emballée dans des pick-up et transportée de l'autre côté de la frontière par des groupes de 20 ou 30 personnes. Aujourd'hui, le produit principal est un opioïde synthétique qui tient dans une boîte d'allumettes et tue 500 personnes, faisant périr les Américains plus rapidement que toutes les guerres des États-Unis réunies au cours des 50 dernières années, y compris le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan. Mais l'ampleur n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le sang. Depuis le 9 septembre 2024, date à laquelle une guerre civile a éclaté au sein du cartel, le seul État de Sinaloa a enregistré plus de 1828 personnes tuées et 2390 personnes disparues. Ce sont les chiffres officiels du Conseil d'État de la sécurité publique du Mexique, publiés le 10 septembre 2025. En substance, en un an, dans un seul État mexicain, plus de personnes sont mortes qu'au cours de la même période dans des régions entières de conflits armés officiels. Culiacán, la capitale de l'État, s'est transformée en une ville où les mères craignent d'envoyer leurs enfants à l'école, où les restaurants ferment à 20 h, où des cadavres sans tête apparaissent sur les ponts comme des annonces publiques, où les écoles passent régulièrement à l'enseignement à distance non pas à cause d'épidémies, mais en raison des fusillades dans les rues. Autrefois, en 2015, les touristes venaient spécifiquement à Culiacán pour visiter la chapelle de Jesús Malverde, saint patron populaire des contrebandiers et des trafiquants de drogue, et pour acheter en souvenir un t-shirt à son effigie. Aujourd'hui, dans cette même chapelle, des femmes viennent avec les photographies de leurs enfants disparus pour demander aux saints de leur rendre au moins le corps pour l'inhumation. Et voici la question principale par laquelle commence ce film.
Comment une organisation née de petits contrebandiers qui cultivaient l'opium dans une province montagneuse pauvre a-t-elle pu devenir en 45 ans un empire mondial qu'aucun gouvernement, aucune armée, aucun service secret au monde ne parvient à vaincre? Que fait-elle exactement aujourd'hui? Comment le fait-elle et qui est derrière tout cela en l'an 2026? Pour comprendre le présent, il faut revenir au passé. Mais revenir seulement un instant, car chaque détail du passé ici explique un détail spécifique du présent. À cette époque, il y avait une simple chaîne, champ de pavots, intermédiaires, frontières, dealers américains. Aujourd'hui, c'est une corporation à plusieurs niveaux avec des bureaux sur 4 continents, avec une logistique au niveau d'Amazon, avec sa propre intelligence et contre-espionnage, et avec une armée de mercenaires mieux armés que la police de la plupart des pays du monde. Et cet écart entre hier et aujourd'hui peut être mesuré littéralement en cadavres, en milliards de dollars et en vies brisées sur un autre continent. Un ancien procureur de New York qui a mené l'affaire contre les fils d'El Chapo l'a dit en bref. Nous ne nous battons pas contre un cartel, nous nous battons contre un marché. Et le marché est plus fort que n'importe quel État. En l'an 1980, dans la ville de Guadalajara, se sont réunies 3 personnes dont les noms entreraient de plus tard dans tous les livres de criminologie. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero et Ernesto Fonseca Carrillo étaient alors de simples contrebandiers qui vendaient de la marijuana par des canaux isolés. À cette époque, Félix Gallardo, ancien policier de l'État de Sinaloa, portait des vêtements mal ajustés et ne donnait pas l'impression d'un homme capable de construire un empire. Il était connu dans des cercles restreints comme un homme qui savait s'entendre avec les fonctionnaires et partager les profits sans rancune. Aujourd'hui, les historiens l'appellent l'architecte du narcotrafic mexicain moderne et le père de tous les cartels existants, y compris celui de Sinaloa en l'an 2026. La différence entre ce qu'il était et ce que son entreprise est devenue représente un abîme de dizaines de milliards de dollars et de centaines de milliers de vies. Félix Gallardo a accompli ce que personne n'avait fait avant lui. Il a réuni les contrebandiers isolés de la Sierra Madre en une structure unique, le cartel de Guadalajara, que ses contemporains ont commencé à appeler la Fédération, la Fédération. Il fut le premier parmi les Mexicains à conclure des contrats directs avec les cartels colombiens, celui de Medellín de Pablo Escobar et celui de Cali des frères Rodriguez Orejuela, et il commença à transporter leur cocaïne à travers le territoire mexicain vers les États-Unis. Avant lui, la cocaïne voyageait par voie maritime via la Floride, et la route floridienne était contrôlée par des groupes cubains et colombiens. Après lui, la cocaïne a voyagé par voie terrestre à travers le Mexique, et le Mexique est devenu la principale autoroute de la cocaïne de la planète. Cela a changé à jamais l'économie du narcotrafic mondial. Selon certaines estimations, vers le milieu des années 80, le réseau de Félix Gallardo générait environ 5 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, l'ensemble du budget annuel de la police fédérale du Mexique à l'époque ne représentait qu'une petite fraction de cette somme. Alors, il achetait les procureurs fédéraux comme des viennoiseries à la boulangerie, laissant souvent des enveloppes directement dans les tiroirs de leur bureau de service. Aujourd'hui, ces héritiers achètent des États entiers, des gouverneurs et des commandants de districts militaires. En février de l'an 1985, un événement a tout bouleversé. L'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, un Américain d'origine mexicaine qui travaillait sous couverture à Guadalajara, fut enlevé par des hommes du cartel juste devant l'entrée du consulat américain, emmené dans un ranch au Michoacán et, après 30 heures de torture, assassiné. Son corps, le crâne fracturé et des marques de brûlure, fut retrouvé seulement un mois plus tard, enveloppé dans du plastique et abandonné au bord de la route. Le scandale fut d'une telle ampleur que les États-Unis fermèrent de fait la frontière avec le Mexique pendant plusieurs semaines, contrôlant chaque voiture et exerçant des pressions sur le gouvernement de Miguel de la Madrid. Félix Gallardo, cherchant à dévier le coup, fit arrêter ses amis les plus proches, Caro Quintero et Fonseca Carrillo. À cette époque, il croyait avoir gagné et que la tempête passerait loin de lui. Aujourd'hui, les historiens affirment que c'est à ce moment-là qu'il a signé sa propre condamnation. La confiance au sein du cartel s'est effondrée et, 4 ans plus tard, le 8 avril 1989, il fut arrêté par ses propres anciens alliés de la police fédérale. Il est encore en prison aujourd'hui. Il a maintenant 80 ans et, derrière les barreaux d'Altiplano, il est devenu une figure oubliée, bien que tout ce qui se passe aujourd'hui avec le fentanyl en Amérique soit la conséquence directe de ses décisions d'il y a 40 ans. Avant son arrestation, Félix Gallardo fit une autre chose qui allait définir toute l'histoire ultérieure. Il réunit les leaders lors d'une rencontre secrète dans la station balnéaire d'Acapulco et divisa le Mexique en zones, les plazas. Chaque plaza était un territoire séparé pour un groupe séparé avec sa propre caisse, ses propres douaniers et son propre groupe de fonctionnaires à sa solde. La plaza de Tijuana fut attribuée à la famille Arellano Félix.
celle de Juarez à Amado Carrillo Fuente, le futur seigneur des cieux, qui transporterait plus tard de la cocaïne sur des Boeing 727 américains. Celle de Sinaloa fut donnée à deux jeunes hommes nommés Joaquín Guzmán Loera et Ismael Zambada Garcia. À cette époque, Joaquín Guzmán avait 31 ans. Il était connu dans des cercles restreints comme un transporteur agressif et ingénieux, mais personne n'imaginait qu'il deviendrait l'homme le plus recherché de la planète et que le magazine Forbes l'inclurait dans la liste des milliardaires. Aujourd'hui, son petit-fils aîné étudie déjà dans une école privée en Europe sous un faux nom et ses fils mènent une guerre sanglante pour les restes de l'empire que leur père a bâti pendant 3 décennies et qui, à son apogée, contrôlait plus de la moitié de tout le trafic de drogue dans l'hémisphère occidental. Ainsi, l'an 1989 devint le point de naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le cartel de Sinaloa. La structure fut conçue de manière géniale. Non pas une unique verticale rigide avec un chef au sommet, mais une fédération de partenaires égaux qui se partagent les routes, versent une taxe dans une caisse commune et s'entraident en cas de crise. Chaque partenaire est responsable de son propre secteur et décide seul qui recruter, quelles substances chimiques acheter et quelles routes utiliser. À cette époque, cela ressemblait à un accord de paix entre hommes d'affaires fatigués des fusillades insensées entre eux. Aujourd'hui, les spécialistes estiment que c'est précisément ce modèle horizontal qui a rendu le cartel pratiquement indestructible. Si vous tuez un leader, un autre prend sa place et le système continue de fonctionner sans interruption. Félix Gallardo a construit un mécanisme qui lui a survécu aux guerres avec le gouvernement, a survécu aux arrestations de tous ses successeurs et continue de fonctionner en l'an 2026, déjà avec le fentanyl à la place de la marijuana, avec les bitcoins à la place des espèces et avec les précurseurs chinois à la place de la cocaïne colombienne comme produit principal. Il était de petite taille, seulement environ 160 cm, et ce surnom lui est resté toute sa vie. El Chapo, le court. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera est né le 4 avril 1957 dans un minuscule village de la Tuna, dans les montagnes de la Sierra Madre, dans la municipalité de Badiraguato, dans l'état de Sinaloa. À cette époque, c'était un garçon maigre qui vendait des oranges au bord de la route et battait ses frères parce qu'il mangeait plus de maïs que lui. Son père cultivait un petit champ de pavots à opium et Joaquín a reçu ses premières leçons sur le trafic de drogue avant même d'apprendre à lire. Aujourd'hui, son nom est inscrit dans les documents judiciaires du district Est de New York, selon lesquels il purge une peine de prison à vie plus de 30 ans au Supermax de Florence, au Colorado, la prison la plus sécurisée du monde, d'où personne ne s'est jamais évadé et où les cellules n'ont pas de fenêtres et la lumière n'est jamais éteinte 24 heures sur 24. L'ascension de Guzmán fut rapide et brutale. Après la chute du cartel de Guadalajara, il s'empara de la plaza de Sinaloa et commença à faire ce que personne n'avait jamais fait auparavant à une échelle similaire. Il construisit des tunnels souterrains sous la frontière américaine. Le premier, en l'an 1990, sous la frontière entre Agua Prieta en Sonora et Douglas en Arizona. Presque 100 mètres de long, avec des murs en béton, une ventilation, de l'électricité et un ascenseur hydraulique camouflé en table de billard dans la maison d'un avocat. Le projet fut élaboré par un architecte que Guzmán avait personnellement trouvé et à qui il avait garanti des commissions à vie. À cette époque, la DEA n'en croyait pas ses yeux. Les agents photographièrent le tunnel comme une découverte archéologique. Aujourd'hui, plus de 150 tunnels similaires ont été officiellement découverts et personne ne connaît le nombre réel. Certains d'entre eux possèdent un système de rails, la climatisation et même le Wi-Fi pour la communication avec la surface. Le 10 juin 1993, Guzmán fut arrêté au Guatemala, à la frontière avec le Salvador. Il fut envoyé à la prison mexicaine de Puente Grande, dans l'état de Jalisco. Cela semblait la fin. Mais le 19 janvier 2001, il s'échappa de là dans un chariot de linge sale, ayant acheté les gardiens avec de l'argent, et aucun des 78 gardiens en service, cette nuit-là, ne reçut ensuite une véritable condamnation à la prison. À cette époque, cela semblait incroyable. Aujourd'hui, c'est un manuel sur la façon dont l'argent vint les murs. Après sa première évasion, Guzmán passa 13 années en liberté. Pendant ces années, il transforma le cartel en une corporation. Le magazine Forbes, en 2009, l'inclut dans la liste des personnes les plus riches du monde, avec un patrimoine de plus d'1 milliard de dollars. En l'an 2014, le 22 février, les Marines mexicains le capturèrent enfin dans la localité de Mazatlan, dans une chambre de l'hôtel Miramar, pieds nus en débardeur. À cette époque, le président Enrique Peña Nieto qualifia la chose de plus grande victoire contre le narcotrafic dans l'histoire du Mexique et tint une conférence de presse solennelle. Aujourd'hui, ce même Peña Nieto est accusé par les procureurs américains d'avoir reçu un pot de vin de 100 millions de dollars de la part de Guzmán, c'est ce qu'a déclaré lors du procès à Brooklyn Alex Cifuentes, un ancien lieutenant du cartel.
Mais même Mazatlan ne fut pas la fin. Le 11 juillet 2015, El Chapo s'échappa pour la deuxième fois. Cette fois par un tunnel d'1,5 km creusé directement depuis la douche de sa cellule dans la prison de haute sécurité d'Altiplano. Le tunnel était équipé de ventilation, d'éclairage et d'une moto sur rail pour une évacuation rapide. À cette époque, ce fut une honte pour l'État mexicain qui fit la une de tous les journaux du monde. Aujourd'hui, ce tunnel est une pièce d'exposition dans un musée de la police, mais aucun des fonctionnaires qui ont permis sa construction n'a jamais reçu une véritable condamnation à la prison. Le 8 janvier 2016, Guzman fut capturé pour la troisième et dernière fois à Los Mochis après un assaut sanglant où 5 de ses gardes du corps perdirent la vie et un marine fut blessé. Il fut extradé vers les États-Unis le 19 janvier 2017. Le procès à Brooklyn dura 11 semaines. 56 témoins furent entendus et plus de 100 000 pages de preuves furent présentées. Le 12 février 2019, le jury le déclara coupable pour les 10 chefs d'accusation. Parmi ceux qui témoignèrent contre lui se trouvait entre autres son ancien partenaire le plus proche, et c'est un détail important, car c'est précisément ce précédent de trahison qui déclenchera ensuite la réaction en chaîne menant aux événements de l'année 2024. Guzman fut incarcéré. Son épouse Emma Coronel, ancienne reine de beauté, fut arrêtée à Washington en février 2021. Elle a purgé 2 années pour blanchiment d'argent et aide à l'évasion et fut libérée en septembre 2023. À cette époque, beaucoup pensaient « c'est fini, avec Sinaloa, nous en avons terminé, l'empire s'effondrera ». Aujourd'hui, il est clair, le cartel sans El Chapo est devenu encore plus dangereux, car la place laissée vacante a été prise par ses fils, élevés non pas à l'héroïne et à la marijuana, mais au fentanyl et à la crypto-monnaie. Le moment clé dans la biographie de Guzman ne sont pas ses arrestations ni ses évasions, mais ses décisions stratégiques à la fin des années 90. C'est à cette époque qu'il commença à envoyer des personnes de confiance en Chine et en Inde pour négocier sur les précurseurs, les substances chimiques à partir desquelles sont fabriquées les drogues synthétiques. À cette époque, en l'an 1998, il n'était encore qu'un contrebandier d'héroïne et de cocaïne, et son chiffre d'affaires annuel était estimé entre 2 et 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2026, son empire est avant tout axé sur les drogues synthétiques qui sont produites dans les laboratoires de montagne de Sinaloa 24 heures sur 24. Et c'est lui qui a jeté les bases de ce modèle. El Chapo n'a jamais été le plus intelligent, il était le plus obstiné. Il voyait où allait le marché 15 ans avant les autres, et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, les adolescents américains meurent à cause de pilules colorées bleues M30 et non d'héroïne dans des seringues, comme leurs parents dans les années 90. C'est dans cette logique obscure que réside son véritable héritage. Si El Chapo était le visage du cartel, le cartel avait aussi un second visage, une ombre qui, pendant 40 ans, s'est tenue derrière tout, mais dont presque personne n'avait jamais entendu parler en dehors du Mexique. Ismael Zambada Garcia, El Mayo, est né le 1er janvier 1948 à El Alamo, un petit village dans la municipalité de Culiacán. À cette époque, il était le fils d'un agriculteur pauvre qui transportait des légumes au marché sur un camion et, pendant son temps libre, transportait de petites quantités de marijuana pour les trafiquants locaux. Aujourd'hui, le parquet américain le décrit comme l'un des narcotrafiquants les plus puissants de l'histoire de l'humanité et il est lui-même détenu dans une prison fédérale, en attente de sa sentence après avoir plaidé coupable à toutes les accusations en août 2025. Entre ces deux points s'écoulent 77 années de vie, 40 années à la tête du cartel et exactement 0 jours dans une prison mexicaine. El Mayo a bâti sa réputation sur un principe simple, qu'El Chapo oubliait souvent, ne pas attirer l'attention. Il n'a jamais été filmé par des caméras, n'a jamais accordé d'interview, n'est jamais apparu lors d'événements mondains, n'a pas acheté de yacht et n'a pas porté de montres coûteuses. Il vivait dans des maisons simples, en montagne, conduisait des pick-up, s'habillait comme un agriculteur ordinaire et ses principaux passe-temps étaient l'élevage de bétail et les combats de coqs. À cette époque, dans les années 90, les journalistes le décrivaient comme l'invisible du cartel. Aujourd'hui, il est clair que cette invisibilité même est la chose la plus dangereuse dans l'histoire du narcotrafic mexicain. Pendant que le monde entier traquait El Chapo, la logistique réelle, les finances et la diplomatie du cartel étaient gérées par une autre personne, celui dont beaucoup d'Américains n'ont entendu le nom pour la première fois que durant l'été 2024. Selon les estimations de la DEA, des milliards de dollars transitaient chaque année par son réseau, et il n'y avait pas un seul pays de l'hémisphère occidental où il n'avait pas de contact. Sa force résidait dans les liens, non dans la violence. El Mayo avait 4 frères, des dizaines de neveux et une multitude de fils illégitimes qu'il avait reconnus et entretenus.
Son fils aîné, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, fut arrêté en 2009 à Mexico et extradé vers les États-Unis où il accepta de collaborer et reçut 15 ans au lieu de la prison à vie. Il fut libéré en 2022. À cette époque, pour le cartel, ce fut un coup, mais pas encore une catastrophe. Aujourd'hui, il est clair que la collaboration de son fils est devenue une partie de cette même chaîne pluriannuelle de trahison qui s'achèvera en 2024. Son frère, Ray Zambada, fut également arrêté et témoigna contre El Chapo lors du procès à Brooklyn en 2019. C'est-à-dire que la propre famille d'El Mayo travaillait contre le cartel depuis des années. À cette époque, il fermait les yeux là-dessus car son pouvoir reposait sur sa capacité à pardonner et à oublier. Aujourd'hui, on voit que cette capacité de pardonner fut aussi le début de sa fin. El Mayo a survécu à tous. Il a survécu à l'arrestation de Félix Gallardo en 89. Il a survécu à l'arrestation des frères Arellano Félix au début des années 2000. Il a survécu à la guerre avec le cartel du Golfe et avec Los Zetas. Il a survécu à 3 arrestations d'El Chapo et à une de ses évasions. Il a survécu à une tentative d'assassinat par le groupe rival des Beltran Leiva en l'an 2008 quand ils ont failli le tuer au mariage de son neveu. À cette époque, il ne s'est sauvé que parce qu'il était parti avant. Aujourd'hui, les détails de cette tentative d'assassinat font partie de ses propres témoignages judiciaires. En l'an 2010, il a accordé la seule interview de sa vie au journaliste Julio Scherer du magazine Processo. La conversation a duré 1h30 dans un village de montagne où Scherer était arrivé les yeux bandés. El Mayo a alors prononcé une phrase qui est devenue célèbre. Ils ne nous attraperont jamais, car dans les montagnes, je me sens chez moi, tandis qu'eux sont des étrangers. Aujourd'hui, cette phrase sonne comme une prophétie à l'envers. Dans les montagnes, ils ne l'ont effectivement pas pris. Il a été trompé et fait sortir des montagnes en avion. Le point clé pour El Mayo est son rôle dans le passage du cartel au fentanyl. À cette époque, en l'an 2012, lorsque les fils d'El Chapo ont commencé à expérimenter avec la substance synthétique, c'est El Mayo lui-même qui leur a donné le feu vert et a partagé ses propres infrastructures. Logistique, homme dans le port de Manzanillo, contact en Chine. Aujourd'hui, les procureurs américains indiquent clairement dans l'acte d'accusation, sans l'approbation d'El Mayo, le commerce du fentanyl des Los Chapitos n'aurait pas pu se développer à l'échelle mondiale. Autrement dit, l'homme qui était réputé être de la vieille école et qui n'aimait pas les drogues synthétiques s'est avéré être son principal bénéficiaire. Le 25 juillet 2024, il fut trompé et transporté par avion privé à El Paso, au Texas. En août 2025, il a plaidé coupable devant le district Est de New York pour des chefs d'accusation incluant le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et la possession illégale d'armes. Il a maintenant 78 ans. Tous prévoient qu'il finira sa vie dans une prison américaine, mais qu'avant cela, il fournira des témoignages qui feront trembler tout le sommet de l'establishment mexicain et américain. À cette époque, il était invisible. Aujourd'hui, il est le principal témoin contre tous ceux avec qui il a travaillé pendant 40 ans. De nombreux journalistes mexicains qualifient déjà sa collaboration avec les autorités américaines de plus grande fuite de secrets de l'histoire du narcotrafic mondial, plus grande que l'affaire Max Mermelstein dans les années 70, plus grande que les confessions de Pablo Escobar Jr., un ancien enquêteur de la DEA qui travaillait sur le dossier du cartel depuis les années 2000, a déclaré lors d'une interview à huis clos « Si El Mayo commence vraiment à parler sérieusement, des personnes de 3 administrations mexicaines consécutives vont sauter et la liste des noms au seul ministère de la Sécurité sera plus longue que le menu d'un restaurant respectable. » Chez Aromati, à cette époque, pendant 40 ans, il s'était tu et par ce silence, il avait gagné. Aujourd'hui, il ne se tait que pour le public, mais il parle avec les procureurs, et chacun de ces mots a un prix de dizaines de millions de dollars pour la justice américaine. Après l'envoi d'El Chapo dans une prison américaine en 2017, le cartel ne s'est pas désintégré, comme tout le monde s'y attendait. À sa place, 4 personnes ont pris le pouvoir que la presse a immédiatement baptisé d'un nom collectif, Los Chapitos, les Petites Chapos. Ce sont les 4 fils d'El Chapo issus de ses premiers et deuxièmes mariages. Ivan Archivaldo Guzman Salazar, Jesus Alfredo Guzman Salazar, Joaquin Guzman Lopez et Ovidio Guzman Lopez, connus sous le nom d'El Raton, la souris. À cette époque, au début des années 2000, ce n'étaient que des garçons gâtés qui étudiaient dans les écoles privées de Culiacán, conduisaient des tout-terrains aux vitres teintées et postaient sur Instagram des photos avec des pistolets en or, des lionceaux et des tigres blancs. Aujourd'hui, 2 d'entre eux sont dans des prisons américaines. L'un est officiellement le principal accusé dans la plus grande affaire de fentanyl de l'histoire et le 4e se bat avec les restes de sa propre famille pour sauver ce qui peut encore l'être. Ce sont précisément les Los Chapitos qui ont transformé le cartel en une machine à fentanyl.
En l'an 2012, lorsqu'Ovidio avait 22 ans et ses frères aînés un peu plus de la trentaine, ils ont commencé à expérimenter avec l'opioïde synthétique dans les laboratoires de montagne de Culiacán. À cette époque, le fentanyl était peu connu, il était principalement produit par des pharmaciens clandestins aux États-Unis à partir de stocks médicaux volés. Aujourd'hui, selon les estimations de la DEA, ce sont les Los Chapitos qui contrôlent l'achat de précurseurs en Chine, ont organisé la production dans les montagnes de Sinaloa et dans d'autres bases à travers le Mexique, et ce sont eux qui gèrent la distribution via les villes de Tucson et de San Diego. Au cours des 4 dernières années, les autorités mexicaines ont saisi sur le territoire de Sinaloa 5,4 tonnes de fentanyl fini et près de 50% sur le territoire contrôlé par les fils de Guzman. Le modèle économique était simple et incroyablement efficace. Un kilogramme de précurseur coûte en Chine environ 5 000 $. On en tire environ 1 kilogramme de fentanyl pur. Ce kilogramme peut être transformé en 1 million de pilules, dont chacune est vendue aux États-Unis entre 5 et 30 $. C'est-à-dire que pour 5 000 $ investis, on obtient jusqu'à 30 millions de dollars de revenus. Une marge qu'aucune activité légale au monde ne peut égaler. À cette époque, en 2009, un kilogramme de cocaïne rapportait au maximum 3 ou 4 millions de dollars de revenus et nécessitait une logistique complexe à travers la Colombie et le bassin des Caraïbes. Aujourd'hui, le fentanyl ne nécessite qu'un voyage en porte-conteneurs de Shanghai à Manzanillo et un camion jusqu'à Tijuana. C'est pourquoi le commerce de la cocaïne de Sinaloa n'est pas mort, mais est devenu secondaire. Le vrai argent provient du fentanyl et de la méthamphétamine. Les méthodes des Los Chapitos étaient plus dures que celles de leur père. La DEA, dans son acte d'accusation de l'année 2023, a décrit un cas qui a fait trembler même les enquêteurs les plus expérimentés. En l'an 2022, les subordonnés d'Ovidio ont testé la pureté d'un nouveau lot de fentanyl sur une femme vivante en lui injectant dose après dose jusqu'à ce qu'elle meure. Son nom n'a jamais été établi. Pour le cartel, elle n'était qu'un sujet d'expérience. L'un des principaux hommes de main, Néstor Isidro Pérez Salas, connu sous le nom d'El Nini, était le chef de la sécurité des Los Chapitos et responsable des tortures et des meurtres de concurrents. Il fut arrêté en novembre 2023 et extradé vers les États-Unis. À cette époque, ces personnes se sentaient invulnérables. Aujourd'hui, elles témoignent contre leur propre chef. Le 5 janvier 2023, les forces spéciales mexicaines ont arrêté Ovidio Guzman Lopez à Culiacán. Le cartel a réagi par une vague de violence que le Mexique a appelée le second Culiacanazo. Ces combattants ont pris le contrôle de la ville, incendié des voitures de police et attaqué l'aéroport. 30 personnes ont péri, dont 10 militaires. Le 15 septembre 2023, le Mexique l'a extradé vers les États-Unis à Chicago. En juillet 2025, il a plaidé coupable à 4 chefs d'accusation, y compris la participation à une organisation criminelle et le trafic international de drogue, et a accepté de collaborer aux enquêtes. Raconter tout ce qu'il sait du cartel, de la corruption des fonctionnaires mexicains et des affaires internes à la famille. À cette époque, son père El Chapo n'avait jamais collaboré avec les enquêteurs et avait préféré la peine de prison à vie. Aujourd'hui, son fils livre tout le monde, de ses propres frères au gouverneur, des chefs de la sécurité aux fournisseurs colombiens. Un procureur américain a déclaré au journal El País en mai 2025 « La famille criminelle n'a plus d'importance. Maintenant, chacun ne pense qu'à sa propre peau, les moposono. » C'est là que réside la principale tragédie du clan Guzman. Ils n'ont pas été ruinés par les policiers, mais par la peur les uns des autres. Iván Archibaldo et Jesús Alfredo, les fils aînés, sont toujours en liberté et sont considérés comme les plus dangereux des 4. Selon les estimations des services secrets mexicains, ce sont eux qui dirigent l'aile militaire des Chapitos après l'arrestation d'Ovidio et la reddition de Joaquín aux Américains. Pour leur tête, les États-Unis offrent 10 millions de dollars chacun. À cette époque, dans les années 2000, leurs photographies avec des panthères et des chaînes en or n'étaient que les fanfaronnades de riches héritiers. Aujourd'hui, ce sont des éléments à charge sur lesquels repose l'une des plus grandes affaires pénales de l'histoire de la jurisprudence américaine. Iván Archibaldo, en novembre 2025, a été aperçu dans les montagnes de Badiraguato où, selon les données du ministère de la Sécurité mexicain, il possède son propre camp avec 500 hommes armés, des véhicules blindés et des défenses anti-aériennes. Ce n'est plus une bande, c'est une véritable formation militaire contre laquelle la police ne suffit pas mais l'armée est nécessaire. C'est précisément dans cette pensée que réside la réponse à la question de savoir pourquoi le cartel est toujours en vie. Et pourquoi 2 années de guerre civile au sein du cartel même, des centaines d'expéditions interceptées, des centaines de lieutenants arrêtés et même le statut d'organisation terroriste étrangère n'ont pas réussi à le faire tomber définitivement. Maintenant, le plus important. Que fait exactement le cartel de Sinaloa en l'an 2026? Comment son activité est-elle structurée? Et pourquoi l'arrêter est 10 fois plus difficile qu'il y a 40 ans
d'arrêter Félix Gallardo. La Drug Enforcement Administration des États-Unis, dans ses derniers rapports, décrit 5 éléments de base de la chaîne de montage du cartel, dont chacun fonctionne parallèlement et indépendamment. Il s'agit de la source, de la production, de la contrebande, de la violence et du blanchiment d'argent. À cette époque, dans les années 80, toute la chaîne s'inscrivait dans un seul schéma: champs, mules, frontières, rues. Aujourd'hui, ce sont 5 industries mondiales distinctes, chacune avec ses propres ingénieurs, logisticiens, financiers et avocats. La première phase, les précurseurs. Ce sont les substances chimiques sans lesquelles il est impossible de produire du fentanyl et de la méthamphétamine. Les principaux sont la 4-anilino-N-phénylpypéridine et la N-phénétyl-4-piperidinone, ainsi que des dizaines d'autres composés. Presque tous sont produits en Chine dans des usines chimiques légales ou semi-légales des provinces du Hubei, du Jiangsu et du Guangdong. Le cartel les achète par le biais de sociétés écrans, souvent guatémaltèques et panaméennes, et les expédie par conteneurs vers les ports mexicains de Manzanillo et Lázaro Cárdenas. La DEA, en avril 2023, a publié les noms de fournisseurs spécifiques: Watao Yao, Yongao Wu, Yakin Wu, Kunjiang et d'autres, ainsi que leurs contacts au Mexique. À cette époque, en 2012, le gouvernement chinois fermait les yeux sur ce flux. Aujourd'hui, après les pressions de Trump en l'an 2025, Pékin a formellement inscrit le fentanyl et ses précurseurs sur la liste des substances contrôlées, mais les usines illégales ont simplement changé les noms des composés et le flux continue. La deuxième phase, la production. Les laboratoires du cartel ne sont pas des cabanes clandestines, comme dans les films. Ce sont des installations chimiques modernes situées dans les montagnes de Sinaloa, dans les municipalités de Badiraguato, Cozala et Culiacán, ainsi que dans les états de Durango, Nayarit et Jalisco. Des chimistes diplômés, souvent d'anciens employés de compagnies pharmaceutiques, y travaillent. Une installation de taille moyenne peut produire jusqu'à 100 000 pilules de fentanyl en une journée de travail. Ce sont les données officielles du procureur du district sud de New York. En l'an 2022, les hommes de main des Los Chapitos, sous les noms de Pérez Salas et Figueroa Benítez, selon les éléments de l'accusation, ont testé la pureté d'un lot sur une femme vivante en lui injectant du fentanyl jusqu'à la dose mortelle. Autrefois, dans les années 90, la cocaïne devait être acheminée de Colombie, purifiée, coupée, emballée, des semaines et des mois de travail. Aujourd'hui, la pilule M30, qui imite le véritable oxycodone, est produite en quelques heures. Écoute au cartel Vincent. La troisième phase, la contrebande. Le cartel utilise 4 routes principales et tous les moyens de transport simultanément. Par voie terrestre, à travers les postes frontières officiels de San Isidro, Nogales et Luqueville, où les pilules sont cachées dans les réservoirs d'essence, les pièces de rechange et sous la tapisserie des sièges des voitures de navetteurs légaux. Par voie maritime, à travers l'océan Pacifique sur des bateaux de pêche jusqu'à la Californie. Par voie souterraine, à travers ces mêmes tunnels qu'El Chapo avait construits et dont, selon les dernières estimations de la DEA, plus de 20 pourraient être actifs rien qu'à la frontière entre Tijuana et San Diego. Et par voie aérienne, avec l'utilisation de petits avions légers privés, de petits drones et d'aéronefs sans pilote. À cette époque, dans les années 2000, le moyen principal était les mules, avec des sacs à dos, et les tunnelites de 50 mètres. Aujourd'hui, un tunnel moderne est équipé de systèmes sur rails, d'ascenseurs et de climatisation, et les drones livrent des pilules directement dans les quartiers de Los Angeles la nuit. Le quatrième élément, la violence. Ce n'est pas un effet secondaire, mais un outil de gestion du marché. Le cartel utilise la force pour la discipline de ses propres membres, l'élimination de la concurrence et l'intimidation des fonctionnaires, des journalistes et des informateurs. Les Los Chapitos ont leurs propres unités militaires, Los Ninis, Los Deltas, Grupo Flecha, armés de mitrailleuses, Browning calibre 50, de lance-roquettes, de véhicules blindés de transport de troupes et de systèmes de défense aérienne portables achetés via des réseaux de contrebande aux États-Unis. Le 5 janvier 2023, lors de l'arrestation d'Ovidio, ils ont abattu un hélicoptère militaire mexicain et en ont endommagé 2 autres. À cette époque, dans les années 90, l'arme du cartel était au maximum un Beretta. Aujourd'hui, ils ont de l'artillerie et des drones avec une charge de bombe. Le cinquième et dernier élément, l'argent. Le cartel blanchit des milliards par an grâce à une combinaison de transport d'espèces, d'achat d'immobilier au Mexique, aux États-Unis et en Europe, de portefeuilles de crypto-monnaies, de sociétés écrans à Dubaï, Hong Kong et Panama, et via un réseau de changeurs de devises à la frontière californienne.
En mars 2025, l'OFAC, le département des sanctions du ministère du Trésor américain, a imposé des sanctions contre 17 personnes physiques et sociétés qui fournissaient des services financiers au cartel. Une partie d'entre elles était basée en Turquie et aux Émirats arabes unis. À cette époque, dans les années 2000, ils transportèrent les dollars avec des pick-up à travers la frontière. Aujourd'hui, le Bitcoin passe en une seconde d'une adresse à l'autre et seule la NSA peut le suivre, et encore avec grande difficulté. C'est là l'essence de l'activité du cartel en l'an 2026. 5 industries mondiales qui travaillent simultanément avec un chiffre d'affaires qui, selon les estimations les plus prudentes, dépasse les 20 milliards de dollars par an. À titre de comparaison, c'est plus que le PIB annuel de 40 pays de la planète. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, dans le seul port de Manzanillo, un nouveau conteneur de précurseurs est déchargé. Dans l'un des laboratoires de Badiraguato, un nouveau lot est préparé et quelque part dans l'Ohio, un adolescent avale une pilule qui le tuera en 40 minutes. C'est toujours la même chaîne, du port chinois à la tombe américaine. Et tout cela est l'œuvre d'une seule organisation. Selon les estimations du procureur du district Est de New York, si le cartel de Sinaloa était une corporation légale, il figurerait parmi les 250 premières entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires, derrière une hypothétique Nestlé, mais dépassant une hypothétique Adidas. Le 25 juillet 2024, vers 16h, heure locale, un avion privé bimoteur Beechcraft a atterri au petit aéroport privé Doña Ana à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique. 2 hommes en sont descendus. Le premier, Joaquín Guzmán López, âgé de 40 ans, l'un des fils d'El Chapo. Le second, Ismael Zambada Garcia, El Mayo, âgé de 76 ans, l'homme que le FBI et la DEA traquaient depuis près de 40 ans et pour lequel le gouvernement américain avait offert 15 millions de dollars d'informations. Un groupe d'agents fédéraux américains les attendait. À cette époque, 1 heure avant tout cela, El Mayo pensait s'envoler pour le ranch voisin afin de repérer un nouvel emplacement pour une piste d'atterrissage cachée. Aujourd'hui, ce jour est entré dans l'histoire comme la plus grande trahison dans le narcotrafic mondial. Selon la version d'El Mayo lui-même, exposée dans une déclaration écrite par l'intermédiaire de son avocat le 9 août 2024, tout s'est passé ainsi. Le matin du 25 juillet, Joaquín Guzmán López, qu'El Mayo connaissait depuis l'enfance comme le fils de son ancien partenaire, l'avait invité à une rencontre dans un ranch près de Culiacán pour discuter d'un conflit politique au sein du cartel. El Mayo, faisant confiance au fils de son ami, était arrivé avec une petite escorte. Il fut conduit dans une pièce sombre. Dès qu'il y pénétra, il fut attaqué par un groupe de personnes en uniforme militaire, fut ligoté, on lui mit un sac sur la tête, il fut battu et poussé de force dans l'avion. L'avion décolla et atterrit au Texas, où l'attendaient déjà les agents américains. À cette époque, El Mayo a écrit « Ils m'ont kidnappé contre mon gré ». Aujourd'hui, son avocat Frank Pérez insiste publiquement sur cette version, bien que le procureur des États-Unis qualifie tout de remise volontaire suite à des négociations. Indépendamment de qui dit la vérité, le résultat a été catastrophique pour le cartel. La trahison a frappé le cœur de l'organisation. Joaquín Guzmán López était le fils d'un cofondateur, El Mayo était le second cofondateur. De fait, la moitié de la famille fondatrice a livré l'autre moitié aux Américains. Le motif était évident. Les fils d'El Chapo voulaient s'assurer une sentence plus clémente par la collaboration et éliminer en même temps un concurrent au sein du cartel. À cette époque, en 2024, cela semblait encore un calcul stratégique froid. Aujourd'hui, tous les trois, Ovidio l'arrêté, Joaquín le rendu, ainsi que El Mayo lui-même, sont enfermés dans des prisons américaines. Et l'ironie historique est telle qu'aucun d'eux n'a obtenu ce qu'il espérait. Tous sont perdus. La réaction au sein du cartel fut instantanée et sanglante. Le 1er août 2024, le chef de la famille Zambada, le fils d'El Mayo, nommé Ismael Zambada Siqueiros, a diffusé un enregistrement audio dans lequel il déclarait la guerre au fils d'El Chapo. La phrase de cet enregistrement est devenue célèbre. « Nous ne combattrons pas le gouvernement, il est de notre côté. Nous combattrons ceux qui ont trahi notre père. » À cette époque, cela sonnait comme une menace que personne ne savait comment prendre au sérieux. Aujourd'hui, cet enregistrement est le début documenté de la guerre intestine la plus sanglante de l'histoire mexicaine. Un mois plus tard, le 9 septembre 2024, les premiers coups de feu ont retenti à Culiacán. Cette date est considérée comme la date officielle du début de la guerre entre les factions La Maïza, les hommes d'El Mayo, et Los Chapitos, les fils d'El Chapo. Un détail à part qui explique pourquoi El Mayo avait tout de même accepté de se présenter à la rencontre. À cette époque, au début de 2024,
une fracture politique mûrissait au sein du cartel. Le nouveau gouverneur de Sinaloa voulait changer les intermédiaires clés et Joaquín Guzmán López aurait demandé à El Mayo de l'aider à résoudre le conflit. El Mayo connaissait le garçon depuis qu'il avait 3 ans. Il l'avait tenu dans ses bras. Il avait baptisé son frère cadet. Dans sa vision du monde, une trahison de la part du fils de son meilleur ami était simplement impossible. Aujourd'hui, c'est précisément sur cela, sur l'ancien concept de loyauté familiale qu'El Mayo considérait inviolable, que fut construit le plan de son arrestation. Le FBI et le procureur ont pendant des années cherché le seul levier capable de faire sortir El Mayo des montagnes. Ce levier s'est avéré ne pas être la force, ni l'argent, ni le renseignement. Ce levier s'est avéré être l'amitié. Il aurait pu rester, il aurait pu refuser. L'avion attendait vide, mais il est monté car il ne pouvait admettre l'idée que le fils d'un vieil ami puisse le trahir. Et ce moment, le 25 juillet 2024, 14h37 heure locale, est devenu le point de non-retour pour l'ensemble du cartel de Sinaloa. Jusqu'à ce moment-là, le cartel aurait encore pu résister. Après, non. Le 17 août 2025, El Mayo, devant le tribunal fédéral du district Est de New York, a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation très graves: organisation de conspiration, trafic international de fentanyl et blanchiment d'argent. Le procureur a proposé un accord, collaboration en échange d'une réduction de peine. Selon les informations divulguées par la presse new-yorkaise, El Mayo a accepté et a commencé à déposer sur la corruption dans l'armée mexicaine, sur les comptes dans les banques suisses, sur les liens avec d'anciens gouverneurs de Sinaloa, Durango et Chihuahua, sur les noms de personnes au sein de la DEA et de l'ICE qui, pendant des années, avaient vendu des informations opérationnelles au cartel. À cette époque, El Mayo s'était tu pendant 40 ans et avait ainsi gagné 1 milliard par an. Aujourd'hui, il parle et gagne ainsi la possibilité de passer ses dernières années dans une prison médicale fédérale et non sous un régime de sécurité maximale. Un ancien agent de la DEA, cité par le Washington Post en septembre 2025, a déclaré « La déposition d'El Mayo est une bombe atomique. Quand elle explosera, l'élite politique mexicaine ne sera plus celle que nous connaissons. Jusqu'à présent, ces dépositions n'ont pas encore été publiées. Mais déjà, des dizaines de fonctionnaires à Mexico vivent avec leurs valises prêtes, préparés à fuir aux premières fuites d'informations. 9 septembre 2024. Culiacán, capitale de l'état de Sinaloa, une ville d'1 million d'habitants. À 7 h du matin, à l'intersection de l'Avenida Álvaro Obregón et de la Calle Obispado, les premières rafales de fusils d'assaut ont retenti. À midi, l'état d'urgence était déjà en vigueur dans la ville. Écoles fermées, restaurants désertés, bus à l'arrêt, police barricadée dans les commissariats. C'est le premier jour de guerre entre la Maïza et Los Chapitos. À cette époque, beaucoup espéraient que le conflit resterait local et se conclurait en quelques semaines. Aujourd'hui, après 18 mois de combats continus, le nombre officiel de morts dans le seul état est de 1828 personnes. Les disparus sont au nombre de 2390. Et ce ne sont là que les cas officiellement enregistrés. La structure du conflit. D'un côté, les Los Chapitos qui, après l'arrestation d'Ovidio et la reddition de Joaquín, sont de fait dirigés par les frères aînés Iván Archibaldo et Jesús Alfredo. Leur force de frappe est le groupe Los Ninis, fort d'environ 2000 combattants. De l'autre côté se trouve la Maïza, ou faction MZ/MF selon le code interne, sous le commandement des fils cadets et des neveux d'El Mayo. Leur noyau est le groupe Los Deltas et l'unité Grupo Flecha, représentant au total environ 3000 personnes. En général, selon les estimations du ministère de la Sécurité mexicain pour le mois de janvier 2026, jusqu'à 7000 personnes armées ont participé au conflit des deux côtés. C'est la taille d'une petite armée régulière. À cette époque, dans les années 2000, les querelles internes au cartel se soldaient par 5 ou 10 cadavres. Aujourd'hui, par des milliers. La chronologie des affrontements principaux est impitoyable. Octobre et novembre 2024 sont les mois de pic de violence, plus de 170 homicides par mois dans le seul état de Sinaloa. À Culiacán, de nouveaux corps sont retrouvés quotidiennement au bord des routes, pendus au pont, enveloppés dans du plastique dans les coffres de voitures abandonnées. À cette époque, en 2017, le taux d'homicide dans l'État était d'environ 40 par mois. Aujourd'hui, il est 4 fois supérieur. Juin 2025 est un autre pic. Le 30 juin à Culiacán, 20 corps ont été retrouvés en une seule journée, dont 4 décapités, pendus au pont Las Torres. Les têtes gisaient à côté dans des sacs en plastique avec des messages dont la police a refusé de publier le contenu. C'est une journée de travail normale pour une ville qui, il y a à peine 5 ans, était l'une des villes les plus sûres du Mexique. Le tournant stratégique clé est survenu en mai 2025, lorsque les Los Chapitos
ont conclu une alliance tactique avec le principal ennemi externe du cartel, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CJNG. Ce fut un choc. À cette époque, il y a 10 ans, les Chapitos et le CJNG se considéraient comme des ennemis jurés et menaient une guerre dans les États de Jalisco et Michoacán. Aujourd'hui, la menace commune de la Maïza les a contraints à s'unir contre les Ambada. Le 24 juin 2025, les Forces Unies, Chapiza CJNG, ont exécuté 2 traîtres présumés et ont pendu leur corps sur un pont de l'autoroute Benito Juárez, près de Caimanero, dans la municipalité de Mocorito. Le message du cartel était simple: quiconque travaille pour la Maïza sera tué. Aujourd'hui, cette exécution est considérée comme le moment décisif du conflit, après quoi la Maïza a commencé à perdre du terrain. Mais la guerre ne se déroule pas seulement dans les montagnes et pas seulement à Culiacán. Le 31 mai 2025, les combattants de la Maïza ont laissé le corps d'un subordonné des Chapitos à Culiacán avec un message. Voici un autre observateur de la Chapozeta, la capitale à un maître. Ils mènent une guerre perdue. SMF, à cette époque, cela semblait une bravade. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, la Maïza s'est effectivement retirée dans le nord de l'État et dans le Durango voisin. Le 13 juillet 2025, les sicaires de la Maïza ont pris d'assaut le ranch d'un commandant des Chapitos, surnommé El Nueve Nueve, à San Fermín, Sinaloa. Le 16 juillet de la même année, des unités de la Maïza de Durango ont été aperçues à Los Umayes. Le 21 juin, dans la zone de Potrerillos del Norote, il y a eu une fusillade ouverte avec des dizaines de victimes. La guerre se poursuit quotidiennement, sans interruption dans les journaux télévisés, sans trêve. Les victimes de la guerre ne sont pas seulement des combattants. Le 30 septembre 2025, à Culiacán, une femme de 80 ans qui vendait des tamales au coin de sa rue a été tuée par balle, soupçonnée d'avoir vu le visage de l'un des sicaires. Elle s'appelait Concepción Valdez. Elle laissait 4 enfants, 11 petits-enfants et un arrière-petit-fils de 3 mois. Pendant que les militants d'Iván Archivaldo célébraient l'énième conquête de territoire dans les montagnes de Badiraguato, à 40 km de là, María Valdez reconnaissait le corps de sa mère à la morgue de Culiacán. Elle avait 54 ans. Elle ne sourira plus jamais dans le cadre d'une vidéo de famille. Ce sont précisément des morts comme celle-ci, qui ne concernent pas les chefs ou la politique, qui constituent le véritable contenu de la guerre. Autrefois, dans les années 80, les victimes accidentelles se comptaient par dizaines par an. Aujourd'hui, elles se comptent par dizaines par mois. Et cette situation ne semble pas transitoire, mais la nouvelle normalité dans laquelle l'État de Sinaloa vivra pour une durée indéterminée. La deuxième année de guerre, vers la fin de 2025, l'économie de l'État s'est effondrée. Le commerce de détail à Culiacán a chuté de 38%, le tourisme de 64%. 2 grands événements internationaux ont été annulés. De l'État, en 1 an et demi, plus de 70 000 personnes sont parties, un nombre supérieur à celui des migrants de certaines régions d'Ukraine au cours de la première année de guerre à grande échelle. Un journaliste local à Culiacán, qui ne donne pas son nom pour des raisons de sécurité, a déclaré à un reporter étranger en novembre: « Nous vivons une guerre que personne n'a déclarée, avec un gouvernement qui prétend qu'elle n'existe pas, et nous attendons une fin qui n'arrivera jamais. » Autrefois, il y a 5 ans, Culiacán était promue comme la perle touristique du nord du Mexique. Aujourd'hui, les agences de tourisme ont simplement retiré l'ensemble de l'État de la liste des lieux où elles vendent des circuits. La réponse de l'État américain en l'an 2025 a été sans précédent. En février, dans l'un des premiers décrets, après son retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a signé l'ordre de reconnaissance du cartel de Sinaloa comme organisation terroriste étrangère. À cette époque, il y a 10 ans, une telle idée n'était discutée que dans les cercles universitaires et les notes privées de la DEA. Aujourd'hui, c'est une réalité juridique qui change toute l'architecture de la lutte contre le trafic de drogue. Le statut FTO signifie que les membres du cartel peuvent être soumis aux dispositions de la loi antiterroriste Patriot Act, que leurs avoirs peuvent être gelés dans l'ensemble du système bancaire mondial, que les données de la NSA peuvent être utilisées et théoriquement que des forces spéciales peuvent être envoyées sur le territoire mexicain. Outre Sinaloa, 7 autres organisations, y compris le CJNG, ont également été incluses dans ce décret de février. La première réaction du cartel fut une tentative d'accord. Par l'intermédiaire d'intermédiaires à Mexico, les Los Chapitos et les restes de la Maïza ont tenté d'envoyer des signaux. Nous réduisons la production de fentanyl, donnez-nous 3 ou 4 ans. Washington a répondu par un refus. Au lieu de négociations, des coups ont été portés. Du 25 au 29 août 2025, la DEA a mené la plus grande opération coordonnée contre Sinaloa de l'histoire. Des agents de 23 bureaux de districts américains et de 7 régions à l'étranger ont effectué 617 arrestations, ont saisi 480
kg de poudre de fentanyl, 714 707 pilules contrefaites, 2209 kg de méthamphétamine, 7469 kg de cocaïne et 420 armes. La somme totale des fonds et biens saisis s'est approchée de 13 millions de dollars. À cette époque, en 2020, l'opération typique contre le cartel se terminait par 10 arrestations et 1 kg saisi. Aujourd'hui, par 600 arrestations et 5 tonnes. Parallèlement, des coups ont été portés sur le front financier. En mars 2025, l'OFAC, le département des sanctions du ministère du Trésor américain, a imposé des sanctions contre 17 sociétés et personnes physiques qui fournissaient des services financiers au cartel en Turquie, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et au Panama. En septembre de la même année, 23 autres sociétés s'y sont ajoutées, dont 3 bourses de crypto-monnaies par lesquelles des fonds étaient blanchis. En novembre, le Royaume-Uni et l'Union européenne, pour la première fois de l'histoire, ont synchronisé leur liste de sanctions avec celle des Américains précisément concernant Sinaloa. À cette époque, dans les années 2000, le cartel mexicain évoluait dans une zone financière grise que les régulateurs occidentaux ne surveillaient presque jamais. Aujourd'hui, c'est la première organisation criminelle de l'histoire contre laquelle des sanctions mondiales à grande échelle sont appliquées au niveau d'un État voyou. Les procédures pénales devant les tribunaux américains ont progressé en parallèle. En juillet 2025, Ovidio Guzmán López a plaidé coupable à Chicago pour 4 chefs d'accusation fédéraux. Participation à une organisation criminelle, trafic international de stupéfiants, utilisation d'armes à feu lors de la commission de crimes violents et blanchiment d'argent. À cette époque, ses avocats espéraient encore 30 ans. Aujourd'hui, à en juger par les fuites, il était question de 15 ans en échange d'une pleine collaboration, y compris des dépositions contre ses frères. En août de la même année, El Mayo Zambada a plaidé coupable devant le district Est de New York pour 3 chefs d'accusation principaux. En octobre 2025, la DEA a lancé l'initiative Fentanyl Free America, qui combine des opérations de répression et une campagne de santé publique. Selon les données du CDC, en l'an 2024, la mortalité due aux opioïdes synthétiques aux États-Unis a chuté à un peu plus de 50 000 cas, contre près de 80 000 en 2023. La pureté du fentanyl en poudre, selon les données de la DEA, a dégringolé de 19,5% en 2023 à 10,3% en 2026. Pour la première fois en 10 ans, la courbe est descendue. La réaction mexicaine a été plus mesurée. La présidente Claudia Sheinbaum, entrée en fonction le 1er octobre 2024, a opté pour une stratégie de pression simultanée sur les 2 factions du cartel. L'armée et la garde nationale ont été déployées à Culiacán. En mars 2025, les militaires mexicains ont détruit plus de 100 laboratoires de production de fentanyl dans les montagnes de Sinaloa et ont saisi plus de 5 tonnes de produits finis. Plusieurs lieutenants clés du cartel ont été arrêtés, dont Carlos Limón, Silvano Francisco Mariano et Jesus Tirado Andrade. Mais, selon les estimations des analystes indépendants, ces coups n'ont affecté qu'environ 20% de la capacité de production réelle. À cette époque, dans les années 2000, chaque arrestation d'un lieutenant était considérée comme une grande victoire. Aujourd'hui, on les compte par centaines par an et le cartel continue de fonctionner. La raison est simple. La structure de la fédération établie par Félix Gallardo en 1989 prévoit le remplacement instantané de tout maillon perdu. Dans ces coups réside aussi une sombre ironie. Plus Washington presse Sinaloa, plus les leaders restants se dénoncent mutuellement, cherchant à obtenir l'immunité. Au cours de la dernière année et demie, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, El Mayo Zambada, Néstor Pérez Salas, Carlos Félix Gutiérrez, Sergio Duarte Frias et des dizaines d'autres se sont retrouvés dans des prisons américaines où ont accepté de collaborer. À cette époque, du temps d'El Chapo, un traître dans le cartel vivait au maximum 24 heures. Aujourd'hui, la trahison est devenue une stratégie rationnelle de survie. Un procureur américain, qui a souhaité rester anonyme, a décrit la situation ainsi. Ils se livrent les uns les autres plus vite que nous ne parvenons à lire leurs dépositions. C'est là la principale différence de l'année 2026 par rapport aux années 2000. Le cartel ne se fait plus confiance à lui-même. Pourtant, le cartel est vivant. C'est le fait principal, inconfortable et effrayant de l'année 2026. Malgré le statut FTO, les 600 arrestations en une semaine, l'aveu de culpabilité d'El Mayo et Ovidio, l'année et demie de guerre interne et les sanctions de 4 États simultanément, le cartel de Sinaloa contrôle toujours une grande partie du marché mondial du fentanyl, une part considérable de la cocaïne et de la méthamphétamine, et a une présence opérationnelle dans au moins 40 pays. Le 12 janvier 2026, le quotidien espagnol El País a publié un long article intitulé de manière retentissante « Un nouveau El Chapo apparaît à Sinaloa. La mucheronos sometió a Sinaloa
NATO, selon des sources des services secrets mexicains, le principal vainqueur de la guerre interne n'est ni Iván Archibaldo, ni Jesus Alfredo, ni même aucun des Zambada. C'est devenu celui qui, jusqu'à récemment, était considéré comme une figure secondaire. Fausto Isidro Meza Flores, connu sous le nom d'El Chapo Isidro. El Chapo Isidro est né en l'an 1966 dans le nord de l'état de Sinaloa. Il a commencé sous El Chapo Père comme responsable de la logistique dans la zone nord de Sinaloa et était resté dans l'ombre pendant des décennies. À cette époque, dans les années 2000, il était l'un des dizaines de commandants régionaux dont personne n'écrivait dans la presse. Aujourd'hui, selon les estimations du ministère de la Sécurité mexicain pour le mois de janvier 2026, c'est précisément sa structure qui contrôle jusqu'à 60% de l'ensemble du trafic de fentanyl sortant de Sinaloa via Tijuana et Nogales. Il n'accorde pas d'interview, il n'apparaît pas devant les caméras. Selon les opinions de ceux qui ont travaillé avec lui, il parle à voix basse, n'élève jamais le ton et se souvient des noms de tous les subordonnés jusqu'au 3e niveau. En d'autres termes, c'est une copie presque parfaite du jeune El Mayo et c'est précisément pour cela qu'il sera si difficile de l'attraper. L'économie du cartel en l'an 2026 se présente ainsi. Selon les estimations combinées de la DEA, de la CIA et des services secrets mexicains, le chiffre d'affaires annuel de l'organisation s'élève de 20 à 30 milliards de dollars, dont le fentanyl génère environ 40%, la méthamphétamine environ 25%, la cocaïne 20%, tandis que la marijuana, l'héroïne et les actifs diversifiés constituent le reste. Le cartel détient des parts dans des activités légales allant des restaurants aux concessionnaires automobiles au Mexique jusqu'aux entreprises de construction à Madrid et à Dubaï. Il investit dans l'agriculture, l'élevage, les avocats, les fruits rouges et c'est précisément pour cela que l'exportation d'avocats mexicains vers les États-Unis est parfois suspendue en raison de menaces envers les inspecteurs américains. À cette époque, dans les années 90, le cartel était une structure criminelle avec une économie souterraine. Aujourd'hui, c'est un hybride entre une structure criminelle et une véritable corporation transnationale légale. La géographie du cartel a également changé. À cette époque, dans les années 2000, la présence de Sinaloa était concentrée en Amérique du Nord et du Sud. Aujourd'hui, le cartel a des cellules actives en Europe, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en République tchèque, en Asie, aux Philippines, en Malaisie et, dans une moindre mesure, au Japon, en Afrique, au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, en Australie et en Océanie. Par les ports de Rotterdam et d'Anvers, le cartel expédie de la cocaïne en Europe avec des partenaires colombiens. Par Manille et Kuala Lumpur, il expédie de la méthamphétamine vers les marchés asiatiques. En Australie, 1 kg de méthamphétamine en cristaux coûte 5 ou 6 fois plus cher qu'aux États-Unis et Sinaloa explore activement ce marché par l'intermédiaire de courtiers chinois. Selon l'estimation de la police fédérale australienne, 27% de toute la méthamphétamine importée dans le pays en l'an 2025 provient du Mexique et la part du lion passe par Sinaloa. La vraie question est ce qui se passera ensuite. Le scénario optimiste. Les témoignages d'El Mayo et Ovidio mèneront à la prochaine vague d'arrestations et la guerre interne mettra fin au cartel définitivement. Sa place sera prise par des groupes plus petits et moins organisés qui seront plus faciles à contrôler. Peu d'analystes partagent ce scénario. Le scénario pessimiste, partagé par la majorité, le cartel se débarrassera des anciens noms, se réorganisera autour d'El Chapo Isidro ou d'un autre nouveau leader, transférera une partie de la production au Guatemala et au Honduras, élargira la direction asiatique et africaine et, d'ici 3 ou 5 ans, sera encore plus fort qu'il ne l'était à l'apogée de l'ère d'El Chapo. À cette époque, en 2016, tout le monde disait que l'arrestation d'El Chapo signifiait la fin de Sinaloa. Aujourd'hui, il est clair. L'arrestation d'El Chapo pour le cartel n'a été qu'un changement de quart. L'arrestation d'El Mayo est aussi un changement de quart. L'idée s'est avérée plus forte que les hommes. Et voici l'image finale de cette histoire. Pendant que vous finissez de regarder cette vidéo, dans le port de Manzanillo, un nouveau conteneur de précurseurs est déchargé. Dans le laboratoire de montagne à Badiraguato, un nouveau lot de pilules bleues M30 est préparé. Dans une voiture à la frontière de San Isidro, une mule transporte, cachée dans le réservoir d'essence, une réserve de fentanyl pour 1 million de doses. Dans un appartement en Ohio, un adolescent avale une pilule qu'il a achetée via Snapchat pour $8. À la morgue de Culiacan, une mère reconnaît le corps de son fils. Dans la prison fédérale de Florence se trouve El Chapo, qui a maintenant 68 ans et lit la Bible. Dans une autre prison à New York se trouve El Mayo, qui a 78 ans et prépare la prochaine déposition. Dans une 3e prison à Chicago se trouve son fils Ovidio, âgé de 35 ans, et il dresse une liste de noms qu'il est prêt à livrer. Et quelque part entre les montagnes de l'état de Sinaloa, dans une maison sans adresse, un homme nommé Fausto Isidro signe un document pour un nouveau lot de précurseurs et le cycle recommence. L'homme qui ne faisait confiance à personne a été trahi par le seul à qui il avait finalement fait confiance. La femme qui vendait des tamales au coin de la rue est devenue une statistique. L'organisation qui était née comme un accord entre 40 contrebandiers
incendié à Acapulco en 89, est devenue une corporation transnationale avec un chiffre d'affaires de 30 milliards en l'an 2026. Sa fin a été annoncée de nombreuses fois. Sa fin n'est jamais arrivée. La question n'est pas de savoir s'ils détruiront le cartel de Sinaloa. La question est de savoir en quoi il se transformera demain. Car tant qu'il y aura une demande de l'autre côté du Rio Grande, il y aura toujours une offre et des personnes prêtes à payer pour cela avec leur sang.